comédien, au théâtre, le prof devant sa classe, c'est pas très éloigné comme boulot en final. C'est tous les deux, on est en scène devant un public et on a un message à faire passer. Et ce message doit être clair. Si jamais mon message n'est pas clair, la sentence va être immédiate. D'accord? Donc pour les professionnels du métier, c'est une critique négative, etc. Pour nous, professionnels de l'enseignement, c'est une boulette de papier, des contre le dos, c'est vachement plus douloureux. Donc voilà, c'est pour moi à peu près le même métier. Ça montre quelle implication on doit mettre quand on est comédien dans la relation qu'on veut par rapport à son public. Au-delà de ça, c'est quelle relation on va mettre aussi au théâtre dans le partenaire que je vais avoir en face de moi. Comment je vais me permettre de jouer avec lui. Et là aussi, il y a un vrai lien avec notre métier d'enseignant et de transmetteur d'informations, puisque je vous rappelle qu'on n'est jamais seul avec les étudiants quand on est dans une classe, vu qu'il y a une troisième personne qui entre en ligne de compte, qui est le savoir. Et ce qui va faire qu'on va être dans un triangle, dans le fameux triangle didactique. Et c'est là, en fait, où on va avoir toute cette triangulation et où je vais en venir et faire le lien entre l'improvisation théâtrale et le métier d'enseignant, qui est le mien. Et l'idée, elle est très bête, et elle est dès le départ, je pense. Et là, je me suis dit, tiens, ça a vraiment un lien, et on est vraiment dans le pédagogique et dans l'encadrement des jeunes. Tout d'abord, la première chose, c'est que l'improvisation théâtrale, ce n'est que quand on est dans un cadre clair, net, précis et structuré qu'on peut improviser en toute simplicité. Je le disais tout à l'heure à un des deux groupes, je pense qu'il n'y a rien de pire pour moi que ce qui m'arrive souvent avec mon oncle, qui est pénible. On a tous un oncle pénible, moi j'en ai un, et à chaque fois au fait de famille, il me fait vas-y, fais-nous rire, tu fais de l'impro. Non, c'est pas aussi simple parce qu'on est vraiment peinard et on se sent libre d'être créatif que quand on est vraiment dans un cadre clair et structuré. Il y a une patinoire d'impro, vraiment. Donc, c'est-à-dire que la structure dans un match d'impro, elle est vraiment cadrée par un petit muret, par une patinoire. Donc on sait, je suis en jeu, je ne suis pas en jeu. Je me tais, je réfléchis, je joue, je suis moi-même. Les choses sont claires, nettes, précises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un match d'impro, et là, il a vraiment été intelligent, ce Robert Gravel, c'est d'avoir repris tous les codes du sport, y compris l'arbitre. D'accord, l'arbitre qui va vraiment avoir son rôle, qui va lui être propre et qui va surtout être le garant du bon déroulement du match, comme tout arbitre. Parce que qui dit arbitre dit qu'il y a règles. Et les règles, elles ont des noms évocateurs. Je les ai notés pour ne pas les oublier. C'est quoi? Il y a la sortie de thème. D'accord, donc ça veut dire qu'on est sorti du thème. Il va le faire comme ça, il va le signaler comme ça l'arbitre d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on a un thème, on doit le respecter. Il va y avoir la confusion. Ça veut dire je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. On va avoir d'autres fautes qui va être le manque d'écoute. D'accord, donc t'écoutes pas ce qui est en train de se passer, ça ne peut pas marcher. On va avoir des autres fautes qui vont être le cabotinage. Vous savez ce que c'est un cabotin? Oui. Un cabotin, c'est quelqu'un qui va se tirer les faveurs du public au détriment de l'histoire d'une manière générale. Et les règles et l'arbitre, il est là pour une seule chose, c'est que tous ensemble, là ils sont deux parce que c'est un concept un peu particulier du match d'impro, normalement on est 10, pour que tous ensemble, à 10, on construise une seule et même histoire. Et ça, c'est un véritable exercice à part entière. Et donc les règles vont être là, et c'est grâce à ces règles-là qu'on va pouvoir vraiment faire de l'impro. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, et ça, les gens ont du mal à le comprendre, c'est qu'il y a l'esprit de compétition. C'est-à-dire que, généralement, quand je dis que je fais de l'impro, les gens font « Ah ouais, avec la pantoufle, ah ouais, avec le carton, il faut voter. » Ben ouais, c'est avec la pantoufle, avec le carton, et on a vraiment repris, et ça, c'est vraiment une idée de Leduc, par contre, c'est on va reprendre vraiment tous les codes du sport et donner l'esprit compétitif. Vraiment pour qu'il y ait des fans, pour qu'il y ait des supporters, pour qu'on puisse avoir des gens qui viennent au théâtre, mais ce n'est qu'un apparat, parce qu'il n'y a pas plus jeu coopératif que l'improvisation théâtrale. On est à 10 autour d'une patinoire, on peut jouer à 10, mais on va tous jouer autour de la même histoire. Si jamais il y en a un qui joue au con, qui est au détriment de l'histoire, on l'a tous perdu au final. Et le but du jeu, c'est vraiment ça. Moi, j'aime bien définir l'impro comme ça. Pour moi, l'impro, c'est l'art subtil de faire croire aux gens que tout était prévu à l'avance.
D'accord, donc c'est vraiment un art subtil parce qu'on ne peut pas faire comme dans comment ça s'appelle ce dessin animé avec un Scooby-Doo. Vous voyez dans Scooby-Doo à la fin le mec fait c'était moi le méchant. Là, vous voyez ce que je veux dire? Ben non, ça marche pas ça, le côté soap opéra. En impro ça ne peut pas marcher. C'est exactement ce qu'on voit ici, comment ça se construit au fur et à mesure de l'histoire. On ne sait pas très bien où on va et ensemble ils construisent. Les premières choses qui se disent c'est ça, vous avez vu quand ils sont de chaque côté. Il y a Bolduc, le mec qui lui fait et elle fait et elle y va. Et à partir du moment où elle dit « je sentais qu'il y avait quelqu'un près de moi », qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Et il propose quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment toute la pédagogie de l'impro, et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on apprend l'impro. Parce qu'il y a une pédagogie de l'impro. Elle est très simple. La première chose, c'est je vais donner une proposition. Je propose quelque chose. Ça peut être, cette proposition, c'est bête, hein, mais elle est en fait hyper compliquée. Parce qu'elle doit être rapide, vous avez remarqué, c'est super rapide, hein, c'est hyper intuitif l'impro. Elle doit être rapide. La proposition doit comporter 3 informations. La première information, c'est où je suis, où est-ce que je me situe dans l'espace et qu'est-ce que je suis en train de faire dans cet espace-là. C'est la première chose que je vais donner à mon partenaire de jeu. C'est la première information que je lui donne. La deuxième information que je vais lui donner, c'est avec quelle émotion je suis là. D'accord? Donc, admettons maintenant que je fasse semblant de faire une cuisine, etc. Je suis en train de faire une omelette, nanana. Je le fais, mon partenaire fait ok, il est dans la cuisine en train de faire une omelette. Il ne va pas agir de la même manière si jamais il voit que je suis en colère ou s'il voit que je suis très content. Vous comprenez ça? Deuxième information que je donne, c'est les émotions. Comment je ressens les choses, comment mon personnage les vit à l'intérieur, etc. La troisième information qu'on va donner, elle va être verbale. Et évidemment, elle doit être différente des 2 autres. Et on va devoir vraiment dire, ça va donner des indications sur qui on est comme personnage. Vous comprenez bien? De nouveau, je reprends mon exemple. Je suis en train de faire une omelette ici, je suis en colère. Si je dis à mon partenaire maintenant, tu avais l'heure, ce n'est pas la même chose que si je lui dis, je suis vraiment content de te voir. D'accord? Vous comprenez la différence? Ça va donner vraiment des enjeux sur le personnage que je suis, etc. Une fois qu'on a fait une proposition qui était claire, la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle a fait pendant que j'étais en train de proposer? À votre avis? Comment? Elle a écouté. Elle a écouté. D'accord? Donc elle a écouté. Et elle a dû écouter ces 3 choses-là différentes. Et le monsieur juste avant moi, dont j'ai oublié le nom, parlait de la distinction entre entendre et écouter. L'improvisateur est tout le temps là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire que d'entendre. Il est vraiment obligé d'être dans une écoute la plus complète possible et on va vraiment travailler à ça. Il doit comprendre où il est. Encore, c'est vraiment cette nuance différente. Après, l'écoute, c'est comprendre. Donc c'est vraiment, j'écoute ça, où il est, où il se situe, ce qu'il raconte et ce qu'il dit. Et une fois qu'il a compris tout ça, une fois qu'il a écouté tout ça, qu'il a compris, qu'est-ce qu'il doit faire? Réagir. Comment? Il n'y a qu'une seule réponse en plus. Pardon? En tenant compte de ce qu'il a compris, mais surtout en disant oui à la proposition du partenaire. D'accord? Donc c'est vraiment aussi bête que ça. On est dans cette obligation d'acceptation. Et là, je vais apporter une nuance qui me semble vraiment intéressante. C'est que accepter une situation, ce n'est pas forcément dire oui. Je peux accepter une situation et dire non en impro. Je prends le simple exemple, si maintenant j'ai quelqu'un qui me prend en joue avec son truc en disant je vais te faire la peau, je ne vais pas lui dire ah ben ouais, fais ça, bonne idée. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux aussi refuser ce qu'il est en train de dire. Par contre, je vais accepter qu'à la fin de l'impro, je vais mourir. Vous voyez ce que je veux dire? On accepte la situation telle qu'elle est. Et donc on va seulement être vraiment dans la pure acceptation. Une fois qu'on a compris ce qui s'était dit, on va être dans l'acceptation. Et une fois qu'on a pris compte de ce qu'il dit, qu'on accepte, on va reproposer quelque chose de neuf. C'est vraiment l'histoire de nos 2 Gugus ici. Elle ne sait pas où elle est, elle raconte l'histoire où elle croise un homme et il lui dit clac, voilà, il joue le personnage. Elle lui dit qu'elle cherche quelqu'un et tout de suite il va lui dire oui. Et en plus, c'était moi, cette personne-là. Et donc pour elle, dans sa tête, ça fait « hey, j'ai donné un élément supplémentaire » et c'est de cette manière-là uniquement que l'histoire va pouvoir se construire, de manière coopérative. Chacun amène un pion et chacun vraiment construit son échiquier de cette manière-là. Donc voilà, la première chose que je voulais vous dire, c'est ça, c'est le match d'impro, c'est un système à part entière. Vraiment comme
comme nous en classe, c'est un système à part entière, avec ses règles, avec son espace bien défini, avec ses choses. La deuxième chose, c'est que dans la relation qu'on va avoir avec le partenaire, ben, c'est la même chose que nous en classe, on va avoir aussi cette relation avec nos élèves et aussi avec notre savoir. Et donc on est vraiment dans le même système vraiment dans le même système. C'est pour témoigner de mon expérience aussi en tant que prof et de prof qui commence à enseigner, etc. et puis qui découvre l'improvisation théâtrale et puis qui se rend compte que sa relation avec les élèves change au fur et à mesure que je découvre l'improvisation théâtrale. Et les élèves, je le dis souvent parce que c'est un peu drôle, parce que ça m'a permis de connaître une nouvelle série télé. Les élèves m'appelaient le mentaliste. Et tout simplement parce que visiblement j'étais capable de comprendre dans quel état ils étaient, etc., etc. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait? Et ça arrivait souvent dans les classes, avec mes élèves, que la relation se passait bien, donc ça me permettait d'aller très loin parfois avec eux dans le partage des savoirs que j'allais avoir, parfois pas trop, mais ou en tout cas ça se passait systématiquement bien, là où parfois pour d'autres collègues ça ne se passait pas forcément bien. Et donc je me suis dit, tiens, comment ça se fait? Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que l'impro m'a amené ça? Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai pris conscience de toutes ces qualités, parce que pour moi, Gravel appelle ça des muscles, moi j'appelle ça des qualités que l'improvisateur va devoir développer. La première, c'est être tout le temps dans l'instant. D'accord, donc c'est vraiment être tout le temps là. Je pense que quand on est prof, on doit être systématiquement dans l'instant. C'est pour ça qu'on est mort de fatigue à la fin de notre journée, les petits gars. C'est parce qu'on est tout le temps là dans le mouvement, dans l'instant présent. La deuxième chose, c'était vraiment cette notion d'écoute et d'être là. De ne pas juste entendre mes élèves, mais être dans l'écoute la plus complète. De me rendre compte que mes élèves, quand moi j'arrivais de la classe précédente, j'arrivais de quelque part avec une émotion, etc. Et que forcément les petits gars que j'avais en face de moi aussi. Et que si moi j'avais le droit parfois d'être de mauvaise humeur, eux aussi. Que par contre, si par moment j'avais le droit aussi d'être fatigué, d'être un peu plus en down ou à côté, eux aussi. Et de l'accepter. Et là je me suis dit, ah ouais tiens, c'est marrant en impro aussi. On est obligé d'accepter ce que l'autre est. Et donc systématiquement, moi j'ai commencé à mettre ça en place tout doucement avec mes élèves. Tout simplement, si je sentais que quelqu'un avait l'air fatigué, j'allais peut-être le laisser un petit peu plus tranquille ce jour-là. Pas l'obliger à essayer d'être le performant que j'avais l'habitude de comprendre qu'il est. Mais de lui faire remarquer aussi que j'avais remarqué qu'il était moins performant aujourd'hui et que j'allais le laisser tranquille. C'était aussi une manière d'habiter l'espace que je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça aussi c'est une question au théâtre qui me permettait aussi éventuellement, c'est de me rapprocher des gens quand ils sont bruyants, plutôt que de leur dire taisez-vous en hurlant, qui n'a pas de sens, on est bien d'accord. J'ai jamais compris très bien comme ça pourquoi l'homme fait plein de choses comme ça qui n'ont pas de sens. J'habite dans la région de Charleroi, mais j'en parlerai après. Donc c'est vraiment ça, c'était vraiment, tiens, c'est peut-être de me diriger vers un groupe de personnes dont je suis en train de perdre l'attention maintenant. Peut-être que bêtement ma présence physique va le faire. Je vous rappelle le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure. D'accord, quand on a les mains dans le dos, vous vous souvenez, si jamais j'ai vraiment pas mon corps complètement tourné vers l'autre, si j'ai pas mes mains pour montrer vers qui je veux m'adresser maintenant, les gens ne savent pas très bien. Tout simplement, la communication, c'est du corps, et donc si je me retourne vers quelqu'un, si je tourne le regard vers une personne, d'office, au bout d'un moment, cette personne va se sentir concernée par ce que je suis en train de faire. Au théâtre, il y a une expression très jolie, j'aime bien ça, c'est on regarde avec le nez. Et là, de nouveau, j'en reviens au match d'improvisation théâtrale et comment ce truc a été méga bien compris. C'est qu'on joue sur 4 façades. C'est le seul, je pense, spectacle de théâtre ou à peu près qui se joue systématiquement sur 4 côtés. Pourquoi? Ah! Comment? Oui, les spectateurs sont bien mis de 4 côtés, mais pourquoi avoir décidé de jouer de cette manière-là? Pour le langage du corps. Pour le langage du corps, mais aussi tout simplement, vu qu'on ne sait pas ce que l'autre est en train de faire, pour pouvoir toujours être en train de jouer face à mon partenaire de jeu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avoir tout le temps mon regard tourné vers lui. Et donc, je vais toujours tourner le dos à du public, mais j'ai toujours avoir le public en face de moi aussi. Et donc, vraiment, ça a été pensé et réfléchi jusque-là. Ce fameux match d'impro, et vraiment pour que ce soit le plus clair et le plus compréhensible par tous. Et c'est simple, simple. Alors l'improvisation théâtrale, pour moi, ça a été, je vous l'ai dit, c'est un outil incroyable et qui m'a vraiment modifié dans ma manière d'enseigner, dans ma relation en tout cas avec les élèves,
pas forcément ce que j'avais à apprendre en termes de savoir, etc. Mais en tout cas, dans notre triangle pédagogique, dans ma relation avec les élèves, oui. Et de gagner du temps à ce niveau-là, d'arrêter de me battre, de repartir aussi un peu plus peinard le soir, à la fin des journées, et d'avoir des chouettes échanges, de rentrer chez moi en étant rempli là-dedans. Ça, c'est la première chose que je me suis dit. Et puis, j'ai commencé mon détachement pédagogique à la FBIA. Et de me rendre compte aussi de la force que l'improvisation théâtrale pouvait être pour les élèves. FBIA. Oui. Fédération belge d'improvisation amateur. Il me reste 5 minutes, c'est ça? C'est long, c'est encore long, hein, 5 minutes, mais ça va aller. Et donc j'ai commencé à la FBIA où là on mettait en place des ateliers dans les écoles pour les élèves. Et là l'improvisation théâtrale, de nouveau en classe pour vos élèves, c'est un outil extraordinaire. Il suffit de regarder le reportage Liberté, Égalité, Improvisée de Jamel Debbouze. Vous connaissez ou pas du tout? En fait, l'improvisation théâtrale, c'est l'histoire de Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, c'est cette espèce de sale petit con à l'époque qui crie sur un balcon pendant qu'il y a des élèves qui font du théâtre, et un monsieur qui s'appelle Nono qui lui dit si tu fais le malin, viens faire de l'impro. Il arrive, il fait le malin, il fait de l'impro, il trouve ça génial et il a la carrière qu'on lui connaît maintenant. Il dit que sans ça, sans avoir fait de l'improvisation théâtrale, il n'aurait jamais lu Molière, il n'aurait pas connu Shakespeare et il n'aurait pas eu la vie qu'il a maintenant. Donc l'improvisation théâtrale, ça peut être un moteur d'émancipation sociale, clairement. C'est un lieu aussi où l'élève peut vraiment s'émanciper. C'est génial au niveau de la pédagogie de l'improvisation, quand on transmet l'improvisation avec des jeunes, on ne se trompe jamais en impro. Vous l'avez vu ici dans la petite vidéo, hein, c'est des petits trucs qui donnent le sourire, etc. Mais ce sont les erreurs, donc notamment il me filait entre les jambes, oh oui tiens c'est drôle, hop, et on passe entre les jambes. C'est-à-dire que la moindre petite erreur doit être acceptée et va être proposée. Et donc on va vraiment se servir toujours de qu'est-ce qui fonctionne bien chez toi? Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette improvisation-là? Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça fonctionne? Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que ça fonctionne encore mieux? Il n'y a rien de négatif là-dedans, jamais. Et donc c'est vraiment un chouette truc qui remet vraiment l'élève et qui redonne la confiance en soi. C'est un mot que j'ai entendu beaucoup aujourd'hui. C'est un outil qui va permettre de parler, éventuellement de revenir sur des fautes de langage qui pourraient être faites, jamais pendant. Ça ne sert à rien. On a le droit et c'est surtout un lieu de parole le plus complet, le plus total. Sans l'histoire de nos mythes. C'est toujours drôle de voir, parce que c'est vrai qu'il y a des fois où je commence à avoir des impros, faire merde, non, ça j'ai pas envie, ça me dégoûte, je veux pas voir ça. Mais de se dire tant pis, j'avais donné 2 minutes de temps, je me donne à la règle, et de les laisser voir et de voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Et moi je me suis rendu compte comme ça que les jeunes, ils étaient vachement plus polis, vachement plus créatifs et vachement plus intéressants que les adultes, croyez-moi. Ça parle beaucoup moins de ce qui se passe en dessous de la ceinture que les adultes, les adolescents. Sachez-le, ils sont beaucoup plus élevés à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà, en gros, je pense que c'est à peu près les choses que j'avais envie de dire. Je pense que l'impro, c'est vraiment un outil qui est vraiment particulier. Moi, je pense qu'en tant qu'enseignant, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant, qui permet vraiment d'aller et de découvrir la relation d'une manière différente. Et moi, souvent, c'est un truc que j'avais un peu de mal avant, en me disant ouais, mais non, être en écoute de l'autre, de pouvoir comprendre ce qui est en train de se dire, pouvoir accepter ce qui est dit. Quand j'étais un petit peu un ado rebelle, c'était un peu des idées, je suis désolé de le dire ici d'ailleurs, des idées, c'est des vieilles idées de catos, hein, et de me rendre compte que pas du tout. C'est des idées de cato, oui, mais humaines et aussi de bon sens. Et qui sont vraiment c'est comme ça que ça fonctionne et c'est vraiment un outil vraiment à ce service-là. Et puis voilà, c'est vraiment un truc qui permet d'aller plus loin, de s'émanciper, je pense, d'aller à la rencontre de l'autre.